Avant de nous lancer dans la création de cette histoire unique, prenez le temps de abonnez-vous à la chaîne et ne rien manquer des nouvelles intrigues, des mystères et des aventures personnalisées. On commence? Le professeur Laurent Delon arrivait toujours en avance, non par excès de zèle mais par habitude. À 7h20, alors que la cour du lycée Victor Hugo était encore à moitié vide et que les élèves arrivaient, cartable sur le dos et plein d'espoir, il était déjà dans sa salle de classe, effaçant le tableau noir du cours précédent, d'un geste méthodique, presque rituel, sa chemise claire, les manches impeccablement retroussées, ses lunettes à monture fine posées à la même place sur le bureau. Rien en lui ne laissait présager l'improvisation. C'est pourquoi, quand il ne s'est pas présenté. Ce matin de juin, il y a 12 ans, l'examen final de philosophie était le dernier obstacle avant l'obtention du diplôme. Un examen crucial et redouté, capable de déterminer l'avenir immédiat de dizaines d'étudiants. Laurent Delon l'avait préparé pendant des mois. Il avait commenté des passages, suggéré des lectures, mis en garde contre les pièges conceptuels. 2 heures avant le début de l'épreuve, pourtant, la salle 204 restait fermée à clé. À 8 heures précises, les étudiants se pressaient dans le couloir, agités, consultant leurs montres et échangeant des regards gênés. À 8h15, le conseil d'administration a été informé. À 8h40, le nom de Laurent Delon résonnait déjà dans les couloirs, comme une sorte d'erreur administrative ou de présage. Ce qui avait commencé comme un retard inexplicable s'était transformé, au fil de la journée, en une absence définitive. La voiture du professeur restait garée dans la rue adjacente à l'école. L'appartement était intact, le lit était fait, la vaisselle propre, les livres marqués de post-it colorés. Le téléphone portable était éteint. Aucun message d'adieu, aucune opération bancaire inhabituelle. Rien ne laissait présager une tentative de fuite et tout indiquait une interruption. Laurent Delon a disparu 2 heures avant l'épreuve finale. La police a traité l'affaire selon le protocole formel réservé aux adultes sans antécédent de troubles. Il y a eu des interrogatoires, des perquisitions ciblées et des archives. Aucune trace de violence, aucun corps, aucun témoin fiable. En quelques mois, l'affaire a perdu de son importance. En quelques années, elle est tombée dans l'oubli. Pour la plupart, Laurent Delon était devenu l'une de ces histoires étranges qui ne subsistent que dans la mémoire de ceux qui y ont été confrontés. Pour Étienne Morel, cependant, l'absence n'a jamais vraiment disparu. Cette année-là, Étienne avait 18 ans et occupait la 3e place au 2e rang. Élève appliqué et discret, il se faisait rarement remarquer. Laurent Delon ne le favorisait, ni ne le persécutait. Il l'observait simplement avec un intérêt silencieux, s'attardant parfois un peu trop. Rien qu'Étienne pût qualifier d'accusation, mais de quoi susciter un malaise persistant. Il y avait des petits gestes, des pauses plus longues lorsqu'il corrigeait ses textes, des questions posées après le cours, toujours formulées de manière neutre, mais qui semblaient aller au-delà du programme. Une fois, Delon a demandé à voir son cahier, feuilletant les pages avec une concentration excessive, comme s'il cherchait quelque chose de précis. Le jour de la disparition, Étienne fut l'un des derniers à quitter le couloir. Lorsque les professeurs commencèrent à disperser les élèves, il était encore là, fixant la porte close de la salle 204. Sans raison apparente, il s'approcha et toucha la poignée. Fermée à clé. Comme toujours à cette heure-ci, si le professeur était arrivé. La vie a continué, comme toujours en l'absence de réponse. Étienne est allé à l'université, a déménagé à Lyon, puis est revenu à Paris. Il est devenu journaliste d'investigation, spécialisé dans les histoires oubliées, celles qui ne font pas la une des journaux, mais qui persistent comme des bruits de fond dans le tissu social. Dossiers classés, erreurs judiciaires, disparitions traitées trop hâtivement. Il n'a jamais écrit sur Laurent Delon, jusqu'à ce que vous receviez l'email. Il est arrivé un mardi comme les autres, sans expéditeur identifiable, juste une adresse générique. L'objet contenait une phrase courte presque familière. « Vous souvenez-vous encore de la chambre 204 ?» Le corps d'Étienne réagit avant son esprit.
Ses épaules se raidirent, sa respiration se fit plus courte. Il ouvrit le message. Il n'y eut ni menace, ni explication. Juste une pièce jointe, une vieille photographie légèrement floue. On y reconnaissait le couloir du lycée Victor Hugo, la même lumière froide, le même extincteur rouge au mur. La porte de la salle 204 semblait ouverte, chose qu'Étienne n'avait pas vue ce jour-là. Dans le coin inférieur de l'image, presque hors cadre, une ombre humaine se reflétait dans la vitre. Au verso numérique de l'image, un simple texte. Certains enseignants ne sont jamais partis, ils ont simplement changé de lieu. Étienne referma lentement son ordinateur portable. Le souvenir du professeur lui revint avec une clarté troublante. Sa voix posée, sa façon d'observer les étudiants comme s'il évaluait des variables et non des personnes. Pour la première fois en 12 ans, l'idée qu'il avait toujours fui prit forme. Peut-être que Laurent Delon n'aurait pas disparu. Peut-être s'était-il simplement caché, et quelqu'un voulait maintenant qu'Étienne se souvienne exactement où. Le passé, jusque-là immuable, commençait à se mettre en mouvement. Et le silence qui avait entouré cette disparition ressemblait moins à une absence de réponse qu'à un accord tacite sur le point d'être rompu. Le lycée Victor Hugo n'avait pas autant changé qu'Étienne l'avait espéré. 12 ans suffisaient pour modifier les façades, remplacer les portes et moderniser les systèmes de sécurité, mais pas pour effacer la logique interne d'un établissement scolaire construit après la guerre. Le béton exhalait encore une froideur particulière, et les couloirs conservaient cette acoustique si particulière où les pas semblaient toujours provenir de derrière. Étienne revint par un matin pluvieux d'automne, prétextant sa carte de journaliste pour justifier sa visite. La directrice actuelle, Madame Roussel, avait à peine plus de 50 ans et prenait soin de garder une certaine distance émotionnelle avec tout sujet relatif au passé de l'établissement. Elle parlait vite, comme si elle anticipait les questions embarrassantes et cherchait à les étouffer avant même qu'elles ne soient posées. L'affaire Delon était regrettable, dit-elle en avançant sans se retourner, mais tout a été correctement géré à l'époque. Un traité, pensa Étienne, signifiait qu'il était classé sans suite. La France entretenait une relation particulière avec ses institutions. Un respect formel, une remise en question tardive. Les professeurs étaient des figures quasi intouchables au sein du système public, surtout les plus éminents, agréés après des examens rigoureux et protégés par une aura d'autorité intellectuelle. Laurent Delon correspondait parfaitement à ce profil. Fils d'enseignant, diplômé de l'école normale supérieure, une carrière stable, aucun grief officiel à son actif. Pourtant, en discutant avec d'anciens collègues, Étienne a commencé à remarquer des failles dans cette image. Camille Dufour, aujourd'hui avocate à Bordeaux, se souvient de Delon comme d'une personne trop exigeante pour un lycée. Il traitait les adolescents comme s'ils étaient déjà à l'université, exigeant une maturité que peu possédaient. Julien Martel, devenu professeur d'histoire, évoque des épisodes où Delon semblait observer certains élèves avec une attention sélective, sans toutefois jamais franchir explicitement les limites. « Il ne faisait rien de mal », insista Julien, « mais il nous donnait l'impression d'être évalués, comme si nous n'étions pas seulement en train d'apprendre, mais aussi testés en permanence. » Ces récits ne figuraient pas dans les archives officielles. Il ne subsistait que dans la mémoire fragmentaire de ceux qui avaient partagé ce lieu. Et la mémoire, Étienne le savait, était malléable. Pourtant, des schémas commençaient à se dessiner. Laurent Delon préférait les élèves discrets. Ni les brillants, ni les turbulents, mais les attentifs, ceux qui observaient plus qu'ils ne parlaient. Étienne appartenait à cette catégorie, d'autres aussi. Un garçon qui avait abandonné ses études quelques mois après la disparition. Un étudiant qui avait déménagé brusquement dans une autre ville. La chambre 204 se trouvait au 2e étage, donnant sur une cour intérieure rarement fréquentée. Madame Roussel avait autorisé la visite à condition qu'il soit accompagné. Étienne entra lentement, ignorant quelques secondes la présence de la directrice. L'espace lui paraissait plus petit que dans ses souvenirs.
Les bureaux avaient été changés, le tableau noir remplacé par un tableau blanc, mais l'emplacement des fenêtres était resté le même. L'endroit précis où Laurent Delon avait l'habitude de s'asseoir, légèrement à gauche de la table, portait encore la marque d'une usure différente sur le sol. « Rien d'inhabituel n'a été constaté ici », a déclaré le directeur, d'un ton ferme et convenu. Étienne ne répondit pas. Il se dirigea vers le fond de la pièce, près de la vieille bibliothèque qui contenait désormais des documents de référence. En ouvrant l'un des compartiments inférieurs, il remarqua que le panneau de bois n'était pas parfaitement ajusté. Un détail infime, presque imperceptible, mais suffisant pour attirer l'attention. Il n'a pas essayé de forcer les choses. Pas encore. Le contexte social avait lui aussi évolué. Dans les années qui suivirent la disparition, le lycée Victor Hugo mit en place des protocoles plus stricts, des caméras et des contrôles d'accès. Des mesures présentées comme une modernisation, mais qui, dans les faits, semblaient être des réponses tardives à un problème qui n'avait jamais été officiellement reconnu comme tel. En dehors des cours, Étienne consultait les archives de la police. L'inspecteur chargé de l'affaire à l'époque, aujourd'hui à la retraite, accepta de le rencontrer dans un café près de la place de la République. Monsieur Leclerc était un homme méthodique, aux phrases courtes et à l'air fatigué. Delon ne correspondait à aucun profil, dit-il en remuant son café désormais froid. Il n'avait pas de dette, pas de liaison connue, aucun antécédent psychologique inquiétant. Les gens comme ça ne disparaissent tout simplement pas. À moins qu'ils ne le veuillent, répondit Étienne. Leclerc le fixa un instant de plus que ce qui lui semblait convenable, à moins que personne ne veuille vraiment les chercher. Des indices avaient été négligés. Un ancien débarras à l'arrière de l'école, officiellement désaffecté avant la disparition, mais encore accessible à ce moment-là. Des registres d'entretien incomplets, une caméra extérieure qui, comme par hasard, ne fonctionnait pas ce jour-là. Pris isolément, aucun de ces éléments ne prouvait quoi que ce soit, mais l'ensemble dressait le tableau d'une complaisance institutionnelle. Comme s'il était plus facile d'accepter le mystère que d'affronter la possibilité qu'un acte profondément répréhensible se soit produit sous leur supervision directe. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Étienne ouvrit de nouveau la photo reçue par courriel. Il agrandit l'image, ajusta le contraste et observa l'ombre reflétée dans la vitre. La silhouette lui paraissait plus nette. Un homme à la posture rigide, les mains derrière le dos, comme quelqu'un habitué à observer sans être vu. Dans le coin supérieur de la photo, presque effacé par le temps, il y avait un détail qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Un nombre écrit à la craie sur le mur du couloir. 204B. Officiellement, l'école ne disposait pas d'une salle portant ce nom. Et pourtant, quelque chose, ou quelqu'un, voulait qu'Étienne se souvienne d'elle. Le premier obstacle surgit avant même qu'Étienne ne puisse retourner au lycée. Le lendemain matin de la découverte du numéro 204B, sa demande officielle d'accès aux archives du lycée Victor Hugo fut refusée. La justification invoquée était bureaucratique, protection des données, sécurité de l'établissement et inutilité pratique de documents de plus de 10 ans. Une réponse si polie qu'elle ressemblait fort à un blocage délibéré. Étienne connaissait bien ce type de résistance. Les institutions disaient rarement non directement. Elles préféraient user ceux qui persistaient jusqu'à ce que la curiosité devienne trop gênante à entretenir. Il a néanmoins continué son chemin par des itinéraires parallèles. Il s'est tourné vers d'anciens employés, des portiers retraités, des concierges mutés, des techniciens de maintenance qui avaient passé des années à circuler dans des zones jamais fréquentées par les élèves. C'est ainsi qu'il a retrouvé Marcel Giroux, un homme maigre aux mains calleuses qui avait travaillé à l'école pendant près de 30 ans. Marcel a accepté de parler à condition qu'il ne soit pas enregistré. Oui, il y avait une zone qui ne figurait pas sur les cartes officielles, dit-il, en jetant un coup d'œil autour du petit appartement, comme s'il craignait d'être entendu. Ce n'était pas une salle de classe, c'était une annexe. Un ancien espace de service, créé lorsque le bâtiment avait encore une autre fonction. D'après Marcel, cette section se trouvait derrière la bibliothèque de la salle 204.
un espace étroit, utilisé des décennies auparavant comme archive temporaire, puis abandonné. Officiellement, il avait été condamné. Officieusement, il restait accessible à quiconque savait où faire pression. Peu de gens possédaient les clés, poursuivit Marcel. Des directeurs, quelques professeurs de longue date. Delon était l'un d'eux. Cette révélation a soulevé plus de questions qu'elle n'a apporté de réponses. Pourquoi un professeur de philosophie aurait-il besoin d'accéder à un espace caché? Et pourquoi personne n'en avait-il parlé lors de l'enquête initiale? Le deuxième obstacle s'est présenté sous la forme d'un avertissement. Cette même nuit, Étienne trouva la porte de son appartement entr'ouverte. Rien ne semblait déplacé, aucun objet volé, aucun tiroir fouillé. Pourtant, un détail était impossible à ignorer. Sur son bureau gisait un vieux sujet d'examen de philosophie, jauni par le temps. Il l'a reconnu immédiatement. C'était l'épreuve finale qui n'a jamais eu lieu. Dans le coin supérieur droit, en caractères fermes et inclinés, on pouvait lire « Laurent Delon ». La présence du document était un geste calculé. Il n'y avait pas de violence manifeste, seulement le message silencieux que ses mouvements étaient surveillés. Étienne n'a pas appelé la police. Il savait que, sans signe clair d'intrusion ou de menace, le rapport se perdrait dans les méandres des formulaires et des protocoles. Le conflit avait cessé d'être une simple affaire d'enquête. Il était devenu personnel. Les jours suivants, il remarqua de petits changements dans ses habitudes. Une voiture garée trop longtemps de l'autre côté de la rue. Des silences étranges au téléphone. Le courriel à l'origine de tout cela restait inactif, comme s'il avait atteint son objectif initial. Néanmoins, de nouvelles informations ont émergé. Étienne retrouva Claire Beaumont, une ancienne élève, qui avait quitté le lycée quelques mois après la disparition. Elle vivait désormais à Marseille et se montrait réticente à parler. Lorsqu'elle accepta finalement de le rencontrer, elle choisit un lieu public et garda les yeux baissés pendant presque toute la conversation. « J'ai aussi reçu des questions de sa part », a-t-il finalement avoué. « Pas sur le sujet, sur ce que j'avais observé, sur ma façon de percevoir les gens. » Claire raconta que Laurent Delon proposait souvent des exercices informels, demandait aux étudiants de décrire leurs camarades sans les nommer, analyser leur comportement quotidien, identifier des schémas récurrents, toujours avec subtilité, toujours présentés comme un prolongement philosophique du sujet abordé. Il disait toujours que la philosophie commence quand on apprend à voir, dit-elle. Je trouvais ça intéressant. Jusqu'à ce que je réalise qu'il notait tout. Claire a cessé de le voir après l'avoir croisé une fois en dehors des heures de cours dans les couloirs déserts. Il ne s'est rien passé d'autre qu'une brève conversation, mais le contexte a suffi à la pousser à demander un changement d'établissement. Il semblait tester les limites, a-t-il conclu. Le conflit s'est intensifié. Il n'y avait pas de crime explicite, seulement une accumulation de comportements limites, tolérés par une structure qui préférait ignorer les ambiguïtés. Étienne retourna au lycée ce soir-là, prétextant une conférence. Tandis que les visiteurs se rassemblaient dans l'amphithéâtre, il s'éclipsa discrètement et monta au deuxième étage. Le couloir était désert. L'éclairage de secours projetait de longues ombres, déformant les proportions de l'espace. Dans la chambre 204, la bibliothèque était toujours à sa place. Il appuya sur le panneau inférieur, précisément à l'endroit où il avait remarqué l'interstice. Un clic sec déchira le silence. Le bois céda de quelques centimètres, révélant une étroite ouverture. Derrière elle, un couloir caché. Avant qu'il ne puisse faire un pas, un bruit le figea. Des pas. Lentement. Quelqu'un s'approchait dans le couloir principal. Étienne recula, refermant soigneusement le panneau, reprenant l'attitude d'un visiteur ordinaire quelques secondes avant qu'un agent de sécurité n'apparaisse à l'autre bout. « Vous êtes perdu, monsieur ?» demanda l'homme d'un ton trop neutre. « Oui », répondit Étienne calmement d'un ton récité. « Je cherchais les toilettes. » Le regard du vigile s'attarda sur lui une seconde de trop. Le conflit était désormais clair. Quelqu'un savait. Quelqu'un protégeait cet espace, ou ce qu'il dissimulait, et Laurent Delon, disparu depuis 12 ans, commençait à se révéler moins comme un mystère isolé que comme le rouage d'une machine soigneusement orchestrée, à l'abri des regards.
Au fil de son enquête principale, Étienne comprit que la disparition de Laurent Delon n'était pas le seul problème non résolu lié au lycée Victor Hugo. En consultant d'anciennes archives de journaux locaux, il découvrit des références à des épisodes qui, pris individuellement, semblaient insignifiants, mais qui, mis bout à bout, dessinaient un schéma inquiétant. Au cours des 20 années précédant la disparition du professeur, 3 employés avaient quitté leur poste de manière abrupte. Une bibliothécaire, un technicien administratif et un enseignant suppléant. Aucun n'avait disparu, mais tous étaient partis sans laisser de traces, rompant brutalement leurs liens professionnels. Dans 2 cas, les démissions avaient été enregistrées comme étant dues à des raisons personnelles impérieuses. Étienne n'en retrouva qu'une seule, Hélène Arnaud, la remplaçante. Elle vivait désormais dans une petite ville près d'Avignon et avait accepté de parler à condition que son nom ne soit associé à aucune publication. Le problème ne venait pas d'une seule personne, dit Hélène d'une voix douce. C'était l'environnement. Il y avait une culture de surveillance excessive. D'après elle, Laurent Delon n'a pas agi seul, bien qu'il fût le plus méthodique. Un groupe informel de professeurs plus âgés estimait que le lycée avait une mission dépassant le cadre du programme officiel, repérer les élèves à fort potentiel analytique. Non pas pour les Olympiades ou les carrières universitaires, mais pour quelque chose de moins défini, presque idéologique. Il pensait que certains jeunes étaient naturellement doués pour comprendre les structures et les comportements liés au pouvoir, a-t-il expliqué, et que cette aptitude devait être cultivée en dehors des cadres traditionnels. Cette intrigue secondaire a élargi le conflit principal. La disparition de Delon a cessé d'être un événement isolé, et est devenu le symptôme d'un problème plus vaste, d'un système qui fonctionnait en dehors de la loi, mais était protégé par le prestige intellectuel. Parallèlement, la vie personnelle d'Étienne commençait à se dégrader. Son rédacteur en chef manifestait une impatience croissante face au temps qu'il consacrait à une affaire qui, officiellement, n'avait plus aucune incidence. Ses proches s'inquiétaient de son épuisement émotionnel manifeste. Il dormait peu, relisait sans cesse des documents, revenant toujours au même point. La pression du temps a commencé à se manifester lorsqu'elle a reçu un nouveau courriel anonyme. Cette fois, aucune image, seulement des coordonnées géographiques et une date à venir, dans 5 jours. Les coordonnées pointaient vers une ancienne propriété rurale aux abords de Fontainebleau, une région connue pour ses forêts denses et ses bâtiments abandonnés. Le message était clair. Il y avait une date limite. Une autre intrigue secondaire a émergé avec la découverte que le local de stockage secret de l'école avait été officiellement scellé 1 an après la disparition de Delon lors de travaux de rénovation mal documentés. Le responsable technique des travaux a été muté peu après. Il n'existait aucune photo de l'état des lieux avant et après les travaux. Étienne comprit que le temps jouait contre lui. Chaque jour qui passait augmentait le risque que ce qui était caché soit à nouveau effacé, ou qu'il soit lui-même réduit au silence par des avertissements plus directs. Malgré cela, il y avait aussi des alliés inattendus. Julien Martel, l'ancien collègue devenu professeur d'histoire, commença à apporter son aide discrètement. Il fournit des copies de documents internes, d'anciens emplois du temps et des listes de clés distribuées avant la disparition. Parmi ces documents, un nom revenait sans cesse, celui de Pierre Lemaître, alors proviseur adjoint, aujourd'hui retraité et installé dans la campagne bretonne. La situation se compliquait. Pierre avait été l'une des dernières personnes à voir Laurent Delon le jour de sa disparition. Il avait alors déclaré que le professeur semblait calme, concentré, sans aucun signe de trouble. Une description qui, à présent, sonnait comme une évidence. Étienne a tenté de prendre contact. Il n'a reçu aucune réponse. Entre-temps, la dimension émotionnelle de l'intrigue s'intensifiait. Étienne commença à s'interroger sur sa propre place au sein de ce système ancestral. Pourquoi avait-il été observé avec autant d'intérêt? Pourquoi avait-il reçu le premier courriel? Il n'était pas qu'un simple enquêteur, il était une pièce d'un puzzle, assemblée bien avant qu'il ne s'en rende compte. La nuit précédant la date indiquée par les coordonnées, il rêva de la chambre 204.
Dans son rêve, le tableau noir était couvert de notes, mais aucune n'avait de sens prise isolément. Ce n'est que lorsqu'il s'éloigna qu'une phrase cohérente lui apparut. « Observer, c'est choisir ce qui reste invisible. » À son réveil, Étienne comprit que l'échéance n'était pas qu'une menace. C'était une invitation forcée. Quelqu'un voulait qu'il aille jusqu'au bout, peut-être parce qu'on croyait, depuis le début, qu'il était l'élève que Laurent Delon avait vraiment espéré. Étienne arriva à la propriété indiquée par les coordonnées peu avant la tombée de la nuit. Le chemin de terre longeait la lisière de la forêt de Fontainebleau, et le GPS perdit le signal dans les derniers kilomètres. L'endroit ne figurait ni sur les cartes touristiques, ni dans les annonces immobilières récentes. Un portail rouillé, entrouvert, témoignait du passage de quelqu'un. Le bâtiment principal était une ancienne maison forestière, utilisée il y a plusieurs décennies par les gardes forestiers. Une partie du toit s'était effondrée, mais l'intérieur portait des traces évidentes d'entretien récent. La poussière ne s'accumulait pas dans les coins, et la serrure avait été changée récemment. Le tournant s'est produit lorsqu'Étienne est entré en jeu. Sur une table improvisée, éclairée par une lampe suspendue, des carnets, des dossiers et des photographies étaient soigneusement rangés. Ce n'était pas une cachette de fortune, c'était un véritable fonds d'archives, méthodique, obsessionnel. Chaque dossier portait un nom, une date, un symbole dessiné à la main. Il a reconnu quelques noms, anciens collègues, professeurs, personnels. Et enfin, les siens. L'impact ne fut pas un choc immédiat, mais un bouleversement intérieur. Tout ce qu'il avait cru être une enquête extérieure se révéla être un retour à un cercle fermé. Laurent Delon n'avait pas simplement disparu. Il avait poursuivi son travail ailleurs. Les notes étaient détaillées, observations comportementales, réactions aux stimuli, description des décisions prises sous pression. Delon n'y consignait pas des notes scolaires, mais des schémas de comportement. Sur plusieurs pages, la salle 204 était qualifiée de « environnement de dépistage ». L'espace dissimulé derrière la bibliothèque n'était pas qu'une simple cachette. C'était le premier filtre. Le tournant décisif survint lorsqu'Étienne découvrit un enregistrement audio. La date correspondait au jour de la disparition. La voix de Laurent Delon était sereine, sans hésitation. « L'institution ne peut pas le savoir », a-t-il déclaré. « Pas pour l'instant. L'observation exige de la continuité, et la continuité exige l'invisibilité. » Il n'y avait aucun signe de coercition, rien n'indiquait que Delon ait été contraint de disparaître. Au contraire, tout laissait penser à une retraite calculée, convenue avec au moins une autre personne. Cette personne s'est révélée quelques minutes plus tard. Pierre Lemaître sortit d'une des arrière-salles à pas lents, comme quelqu'un qui n'était ni pressé ni soucieux du regard des autres. L'ancien directeur adjoint était âgé, voûté, mais son regard restait attentif. « Je savais que tu venais », dit-elle sans surprise. Pierre l'expliqua sans détour. Ce groupe d'enseignants estimait que le système éducatif gaspillait des talents capables de comprendre des structures sociales complexes. Laurent Delon était le plus radical d'entre eux. Lorsqu'il comprit que l'école commençait à limiter ses méthodes, il décida de disparaître avant de faire l'objet d'une enquête officielle. « Il a choisi l'exil volontaire », a déclaré Pierre, pour continuer à observer sans ingérence institutionnelle. « Et les étudiants ?» demanda Étienne. « Certains se sont distanciés, d'autres ont été observés à distance. Toi, tu n'as jamais été hors de vue. » Le monde narratif se réorganisait alors. L'antagoniste n'était plus seulement Laurent Delon, mais l'idée même que l'on puisse étudier des individus comme des projets à vie, sans leur consentement, au nom d'une prétendue lucidité intellectuelle. Pierre conduisit Étienne dans une chambre simple. Sur le lit se trouvait une enveloppe scellée. Le nom d'Étienne y était inscrit à la main. À l'intérieur, une courte lettre. « Si vous lisez ceci, c'est que vous avez choisi de voir. » La question n'a jamais été de savoir où je me cachais, mais qui continuait à me chercher quand je disparaissais. LD. Le tournant n'a pas été la révélation de la cachette,
C'était la prise de conscience qu'Étienne ne dévoilait pas un mystère ancien, mais qu'il devait décider d'accepter ou de rompre avec un système qui l'accompagnait depuis l'adolescence. Cette révélation n'apporta aucun soulagement. Elle ajouta un poids. Étienne quitta la maison forestière avec le sentiment d'emporter quelque chose d'irréversible. Pierre le maître ne chercha pas à l'arrêter, ni ne proféra de menaces explicites. Il le regarda simplement partir, comme quelqu'un qui se croit déjà vainqueur par le simple fait d'être compris. Dans les jours qui suivirent, les conséquences commencèrent à se manifester concrètement. L'impact initial fut professionnel. Lorsqu'Étienne présenta au rédacteur en chef une ébauche de ses découvertes, il se heurta à une résistance immédiate. Non pas par incrédulité, mais par appréhension. Le texte impliquait une institution publique respectée, des professeurs renommés et laissait entrevoir un réseau de surveillance dont les pratiques étaient éthiquement et juridiquement contestables. « Avez-vous suffisamment de preuves matérielles ?» demanda-t-elle, sans élever la voix. Étienne disposait de documents, d'enregistrements, de photographies, mais presque tout reposait sur le contexte, l'interprétation et des liens de causalité facilement contestables par des avocats expérimentés. L'absence d'infraction clairement définie affaiblissait la portée juridique de l'accusation. La conséquence suivante fut plus subtile. La voiture qui se garait devant son immeuble disparut. Les messages anonymes cessèrent. C'était comme si le système s'était retiré, attendant sa décision. Sur le plan personnel, Étienne commença à revisiter ses souvenirs sous un jour nouveau. De petits choix de vie, le journalisme d'investigation, l'intérêt pour les structures de pouvoir occultes, l'obsession des affaires oubliées lui paraissaient désormais moins spontanées. La question n'était plus de savoir s'il avait été influencé, mais dans quelle mesure. Julien Martel se retira peu à peu, non par désaccord moral, mais par instinct de survie. Ses autres contacts commencèrent à adopter une attitude évasive. L'isolement n'était pas imposé, il était provoqué. La réaction émotionnelle d'Étienne se traduisit par des actes. Il retourna une dernière fois à l'école, lors d'une réunion administrative, et parvint à accéder au couloir secret situé derrière la salle 204. L'espace était vide. Ni dossier, ni meubles. Seulement des marques au sol et sur les murs plus clairs, là où quelque chose avait été récemment retiré. La conséquence était claire. Quelqu'un avait effacé les traces. Pourtant, quelque chose ne pouvait être effacé rapidement. Une tendance. Étienne commença alors à cartographier les liens. D'anciens étudiants ayant poursuivi des carrières stratégiques, des professeurs ayant accédé à des postes administratifs, des décisions institutionnelles prises par des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, étaient passées par le processus de sélection informelle de Delon. Rien de tout cela ne prouvait l'existence d'un complot actif à l'heure actuelle, mais cela témoignait d'un héritage. La réaction finale s'est traduite par un choix éditorial. Le rédacteur en chef a proposé une alternative. Publier une version édulcorée, centrée sur la disparition mystérieuse d'un professeur, sans s'attarder sur le système de surveillance. Ce serait une histoire intrigante, sans risque et facile à lire. Étienne refusa. Il entreprit alors la rédaction d'un dossier indépendant. Non pas une accusation directe, mais une reconstitution méticuleuse des faits, des témoignages et des zones d'ombre. Un texte qui, loin d'accuser, incitait le lecteur à se poser des questions dérangeantes. Les conséquences de cette décision restaient incertaines. Mais une chose était devenue claire. Le tournant ne nécessitait pas un renversement immédiat du système. Il lui suffisait de cesser discrètement d'en faire partie. La percée d'Étienne ne s'est pas faite par la confrontation directe, mais par un repositionnement. Il a compris que lutter contre une structure ancienne, diffuse et protégée par la loi exigerait plus que des révélations isolées. Il faudrait une méthode, une qualité que paradoxalement Laurent Delon avait toujours valorisée. Étienne commença à travailler méthodiquement. Il créa sa propre base de données, recoupant les informations publiques avec des témoignages informels. Il ne cherchait plus à prouver une thèse unique, mais à éclaircir les zones d'incertitude.
Chaque avancée exigeait une prudence accrue, car il comprenait désormais les limites de ce qui pouvait être révélé sans compromettre des sources vulnérables. Son évolution personnelle s'est manifestée dans sa manière de mener les entretiens. Auparavant, il abordait les gens en cherchant la faille et les contradictions. Désormais, il écoutait plus attentivement, laissant les différences se révéler d'elles-mêmes. Ce changement a produit des résultats inattendus. Un ancien étudiant, devenu consultant auprès du gouvernement, a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il a confirmé l'existence d'exercices parallèles menés par Delon, mais a mis en lumière un point nouveau. Tous les participants observés n'approuvaient pas les méthodes employées. Certains s'en étaient délibérément distanciés, refusant les invitations implicites à intégrer des cercles d'influence plus restreints. Cette révélation a soulevé un nouveau défi. Le système n'était pas monolithique. Il existait des dissensions internes, des choix individuels. Dès lors, toute explication simpliste s'avérait insuffisante et renforçait la responsabilité d'Étienne de ne pas reproduire le réductionnisme qu'il critiquait. Parallèlement, il était confronté à ses propres limites. L'épuisement accumulé commençait à se faire sentir. Il a ralenti le rythme, instauré des routines plus strictes et repris des activités qu'il avait abandonnées. À ce stade, surmonter ses limites signifiait aussi se préserver. L'épreuve la plus difficile survint lorsqu'il reçut un nouveau message, cette fois-ci signé. Pierre Lemaître a demandé une dernière rencontre. Étienne hésita, mais accepta sous certaines conditions. La rencontre eut lieu dans un lieu neutre, un café animé. Pierre ne chercha pas à le persuader. Il parla avec une franchise surprenante. Delon pensait qu'observer, c'était protéger, a-t-il déclaré. Je n'en suis plus si sûr. Cet aveu n'exonérait pas Pierre de ses responsabilités, mais il humanisait l'antagonisme. Étienne comprit que la progression ne nécessitait pas de transformer Pierre en un monstre absolu, mais plutôt de reconnaître le danger des idées défendues sans limites éthiques. Après la rencontre, Étienne prit une décision définitive. Il ne chercherait plus à rencontrer Laurent Delon. L'obsession pour cet homme céda la place à une analyse de son héritage. L'attention se déplaça de l'individu aux conséquences systémiques. Il commença à publier des extraits du dossier sur des plateformes indépendantes, sans publicité, laissant au lecteur attentif le soin de faire les liens. L'impact fut progressif, mais perceptible. Des universitaires commentèrent le dossier, des journalistes revinrent sur certains thèmes et les pratiques pédagogiques traditionnelles commencèrent à être remises en question dans des forums spécialisés. La révélation finale d'Étienne fut silencieuse. Il cessa de se définir comme un ancien élève, marqué par l'absence d'un professeur, et commença à se percevoir comme quelqu'un qui avait choisi de rompre un cycle d'observation unilatéral. Cette progression n'était pas motivée par la volonté de battre Delon, mais par le refus de rester un simple objet d'étude. À mesure que les textes d'Étienne circulaient, même sans large diffusion, ils commencèrent à produire des effets secondaires. Non pas des gros titres, mais des murmures. Des forums universitaires débattirent des pratiques pédagogiques éthiques. Un syndicat d'enseignants demanda une révision des anciens protocoles. Rien ne fut directement attribué à Laurent Delon, mais le terrain était préparé. Cette préparation n'est pas passée inaperçue. Étienne a reçu une notification officielle du lycée Victor Hugo lui demandant des éclaircissements concernant l'utilisation de documents internes. Il ne s'agissait pas d'une accusation, mais d'un avertissement clair. Son activité était de nouveau sous surveillance institutionnelle. Le ton était mesuré, presque cordial, une approche qui précède généralement des mesures plus fermes. Il répondit avec précision, citant des sources publiques et insistant sur le caractère analytique de son travail. Chaque mot était soigneusement choisi. L'attention ne provenait plus de persécutions explicites, mais du risque constant de franchir une ligne invisible. Les intrigues secondaires ont commencé à se rejoindre. Claire Beaumont a envoyé un dernier message, confirmant son retrait, tout en autorisant l'utilisation anonyme de son compte. Julien Martel a officiellement demandé sa mutation dans un autre établissement. Pierre Lemaître a rompu tout contact. Ses départs n'étaient pas des défaites.
C'étaient des fermetures nécessaires. La tension narrative s'intensifia lorsqu'Étienne réalisa que quelqu'un avait accédé à sa base de données. Aucun fichier n'avait été supprimé, mais l'intrusion était manifeste. Le message était clair. Il pouvait continuer, mais il n'était pas seul. En réaction, Étienne a pris des mesures préventives. Il a créé des copies cryptées, distribué une partie des documents à des collègues de confiance et programmé des publications automatiques, non pas comme une menace, mais comme une garantie de continuité. L'intrigue a pris une tournure décisive lorsqu'il a découvert, parmi les documents numérisés de Delon, une note qui lui avait jusque-là semblé sans importance, une référence à une conférence éducative organisée exactement 12 ans après la disparition. L'événement se déroulerait à Paris dans 2 semaines. Le thème central de la conférence, observation et évaluation des compétences humaines dans les environnements éducatifs. Parmi les orateurs invités figurait un nom qu'Étienne reconnut immédiatement, bien qu'il ne l'eût jamais directement associé à l'affaire. Un chercheur connu pour défendre les méthodes d'évaluation expérimentale et un ancien élève informel de Laurent Delon. Les préparatifs s'accélérèrent. Étienne demanda une accréditation de journaliste pour couvrir l'événement. Elle lui fut accordée sans objection. Parallèlement, il passa en revue tous les documents en sa possession, à la recherche de liens susceptibles d'être exploités publiquement dans ce contexte. La tension était désormais empreinte d'anticipation. Le dénouement ne serait ni violent ni secret. Il serait institutionnel, exposé au regard du public, mais protégé par un langage technique et le prestige académique. La veille de la conférence, Étienne reçut un dernier message anonyme. Vous comprenez maintenant pourquoi certaines méthodes survivent aux hommes. Il n'a pas répondu. Les préparatifs étaient terminés. Il ne restait plus qu'à traverser le moment où les idées restées cachées pendant 12 ans seraient confrontées à la réalité, non pas par des accusations directes, mais par leur mise en lumière. La conférence se tenait dans un centre culturel près de la Seine, dans un bâtiment aux lignes modernes et à la transparence étudiée. L'espace semblait taillé sur mesure pour le type de discours qui allait s'y dérouler, clair, rationnel, d'une neutralité apparente. Étienne circulait parmi les chercheurs, les professeurs et les responsables politiques, son badge bien en évidence, un enregistreur à la main. Les premières conférences se déroulèrent comme prévu. Termes techniques, graphiques, références aux études internationales. Rien de particulièrement controversé. L'auditoire manifesta un intérêt mesuré, prenant des notes et hochant la tête. Le point culminant a commencé lorsque l'orateur principal est monté sur scène. Le chercheur, un homme d'âge mûr à la voix assurée, a présenté un modèle longitudinal d'évaluation des compétences humaines. Il a évoqué l'observation continue, l'analyse comportementale au fil du temps et l'identification précoce des profils stratégiques. Son discours, élégant, était soigneusement éludé, évitant toute implication éthique explicite. Pour Étienne, cependant, chaque concept faisait écho aux notes de Delon. Le tournant s'est produit lors de la séance de questions-réponses. Étienne a levé la main, se présentant comme journaliste. Sa question était formulée avec une précision chirurgicale. Dans quelle mesure ce modèle prend-il en compte le consentement éclairé des personnes observées, notamment lorsque cette observation commence dans un cadre éducatif obligatoire? L'orateur hésita une fraction de seconde, juste assez longtemps. La réponse fut technique et défensive. On évoqua l'anonymisation, les avantages sociaux et les cadres réglementaires. Mais quelque chose avait changé. D'autres participants commencèrent à poser des questions similaires. La tension monta, non pas en volume, mais en intensité. Étienne fit donc ce qu'il n'avait pas prévu au départ. Il a projeté une image, la photographie du couloir du lycée Victor Hugo, avec la porte de la salle 204 ouverte et l'ombre reflétée dans la vitre. Vous n'avez pas mentionné Laurent Delon nommément. Il a seulement décrit un cas historique d'observation non déclarée dans un établissement scolaire français. Le silence qui suivit fut le véritable point culminant. L'orateur a reconnu avec prudence que les pratiques anciennes avaient influencé les méthodologies contemporaines. Non pas un aveu,
mais une admission suffisante pour briser le discours de neutralité. La transformation d'Étienne était alors manifeste. Il ne cherchait plus à dévoiler un homme caché, mais à exposer la continuité d'une idée. L'autorité silencieuse qui l'avait auparavant intimidé se trouvait désormais confrontée à l'interrogation publique. La séance s'est terminée plus tôt que prévu. Dans les couloirs, les conversations se multipliaient. Des journalistes s'approchèrent d'Étienne. Les organisateurs tentaient de limiter les dégâts. Rien n'était réglé, mais quelque chose d'irréversible était enclenché. Le point culminant ne s'est pas conclu par des applaudissements ou des accusations formelles. Il s'est conclu par la rupture d'un pacte de silence tacite. Les semaines qui suivirent la conférence ne furent pas marquées par des scandales immédiats. Aucun titre à sensation ni aucune enquête officielle ne furent annoncés aux heures de grande écoute. L'effet fut plus lent, mais plus profond. Des articles universitaires commencèrent à évoquer les limites éthiques de l'observation pédagogique. Les instances pédagogiques révisèrent leurs directives. Un débat qui, jusque-là, se limitait à des cercles restreints, commença à investir l'espace public. Pour Étienne, cette conclusion ne fut pas un triomphe, mais la clôture d'un cycle. Son dossier a connu une nouvelle diffusion, désormais contextualisée par les débats récents. Il a été invité à participer à des tables rondes, toujours en tant qu'observateur critique, jamais en tant qu'accusateur. Ce choix de ton s'est avéré judicieux. En évitant de personnaliser excessivement l'affaire, il a empêché que son récit ne soit perçu comme une persécution individuelle. Le lycée Victor Hugo a publié un communiqué officiel. Sans mentionner Laurent Delon, il reconnaissait des pratiques pédagogiques passées qui ne répondent plus aux normes éthiques actuelles. Le texte, volontairement ambigu, évoquait pourtant une situation impensable 12 ans plus tôt. Pierre Lemaître fit une dernière apparition, non pas en personne, mais dans une brève lettre. Il exprima des regrets partiels et reconnut que son silence avait été une forme de prudence morale. Il ne demanda pas pardon, se contentant de consigner son retrait définitif de tout débat public. Quant à Laurent Delon, il ne réapparut pas. Aucune confirmation de décès, aucun lieu précis. Son absence demeurait la même qu'au début, mais désormais dénuée du pouvoir de contrôle qu'elle exerçait autrefois. La cachette n'avait plus d'importance. La conclusion la plus importante était d'ordre interne. Étienne retourna au lycée Victor Hugo un jour, comme les autres, sans accréditation, en simple visiteur. Il observa les élèves traverser la cour, bavardant, l'air absent. Aucun signe visible de contrôle ou de surveillance cachée. Peut-être n'y en avait-il jamais eu aussi clairement qu'il l'avait imaginé. Peut-être le véritable danger résidait-il dans la normalisation silencieuse de certaines idées. Il finit par comprendre que la disparition du professeur n'était pas un mystère à résoudre, mais un déplacement stratégique. Et que le véritable travail ne consistait pas à trouver où quelqu'un se cachait, mais à identifier les pratiques qui continuaient d'être dissimulées au vu et au su de tous. L'histoire ne s'est pas conclue par une justice pleine et entière, ni par des châtiments exemplaires. Elle s'est conclue par une vigilance accrue, par des questions en suspens. Par le refus de considérer l'observation sans consentement comme une forme de neutralité scientifique. Pour Étienne, cela suffisait. Des années plus tard, un étudiant en journalisme écrivit à Étienne pour lui demander conseil sur une ancienne affaire survenue à l'université. Rien de grave, précisa-t-il, juste quelque chose qui clochait. Étienne lui répondit en quelques lignes, sans pièces jointes, ni mises en garde alarmistes. Il suggéra simplement la prudence dans les méthodes, la clarté des intentions et une attention particulière aux zones d'ombre. Après avoir envoyé le message, il ferma son ordinateur portable et observa l'activité de la rue par la fenêtre. Certaines histoires n'appellent jamais de solution définitive. Elles demandent simplement qu'on choisisse de ne pas détourner le regard. Si ce récit a suscité un malaise, des interrogations ou des souvenirs, c'est qu'il a atteint son but.
Combien de pratiques considérées comme normales restent invisibles simplement parce qu'elles ont toujours existé? Combien de décisions ont façonné des parcours de vie sans jamais être remises en question? Partagez vos réflexions et abonnez-vous à la chaîne. Souvenez-vous des histoires oubliées. Soyez attentifs à ce qui semble trop neutre pour être innocent. Parfois, ce qui a le plus besoin d'être révélé n'est pas un vieux secret, mais une habitude collective de ne pas poser de questions.